a Julie Chevalier, directrice générale des Maisons de l'Ancre, qui va venir prendre la parole sur les démarches de mise en place de la réduction des méfaits au sens large dans les ressources d'hébergement pour femmes et personnes de la diversité de sexe et du genre. On a eu une super belle conversation et puis on a parlé de comment est-ce qu'on vit, des situations complexes. Et puis on se partageait des anecdotes. Elle m'a dit, il y a un monsieur qui déneigeait une ressource pour entrer et puis il a déneigé les escaliers. Et il y avait un monsieur, une personne qui était en chaise roulante et quelqu'un lui a dit, si tu avais déneigé la rampe, tout le monde aurait pu rentrer. Tu as déneigé l'escalier, mais la personne qui a une mobilité réduite, elle doit attendre. Et ça nous a fait penser au fait à la réalité, que c'est important de penser à l'inclusion et que lorsqu'on prend soin et qu'on intègre et qu'on réfléchit aux personnes les plus vulnérables, les plus faibles de nos sociétés, ça aide tout le monde. Donc, Julie? Je suis vraiment contente d'être ici. Merci de l'invitation. Merci à la IDQ d'avoir organisé un événement comme ça. C'est vraiment important d'avoir des lieux d'échange comme ça sur la réduction des méfaits parce que c'est une pratique qui a et qui continue de faire ses preuves. Donc, c'est en toute humilité que je viens aujourd'hui vous partager l'expérience des Maisons de l'Ancre on a mis en place, en fait, la réduction des méfaits dans les dernières années, puis la pertinence que ça a eu sur nos services au quotidien. Je vais l'aborder sous deux angles différents. Il y a l'angle du rapport de la consommation des substances dans nos milieux de vie, puis il y a aussi notre démarche trans-inclusive qu'on a fait aussi. Donc, quand je vais parler des personnes résidentes, ça inclut les femmes, personnes trans et non-binaires. Au cours de la présentation, je vais souvent nommer femmes résidentes. Les Maisons de l'Ancre, c'est quoi? Les Maisons de l'Ancre, c'est une maison d'hébergement pour femmes, personnes trans et non-binaires en difficulté, qui ont vécu de multiples violences et qui sont à risque ou en situation d'itinérance. On a une expertise qui repose sur plus de 50 ans, puis on est basé à Montréal sur un territoire autochtone non cédé. Les Maisons de l'Ancre, c'est 35 intervenantes, c'est 60 lits chaque nuit, c'est plus d'une centaine de femmes par année, mais c'est aussi plus de 1400 refus par manque de place par année. C'est une augmentation de 67 % depuis un an. Donc, si l'itinérance des femmes continue d'être invisibilisée et continue d'être sous-évaluée dans le dénombrement provincial, nous, on continue de le constater à tous les jours en faisant des refus par manque de place. Donc, ce qu'on a constaté aux Maisons de l'Ancre, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui fréquentent notre ressource, qui consomment des substances. Les substances sont de plus en plus contaminées, on le sait tous, hein? Donc il y a de plus en plus de risques, de problématiques, tant au niveau physique que psychologique. Et nous, l'action communautaire, les groupes communautaires, on doit toujours s'adapter, adapter nos pratiques, ajuster nos pratiques aux nouvelles réalités dans la société, dans la communauté. Il y a toujours des enjeux de plus en plus complexes, hein, puis nos intervenantes, on le sait, doivent jongler avec de multiples enjeux, puis des personnes à la croisée de plusieurs oppressions. Donc, on a cette facilité-là, en fait, pas cette facilité, mais on a cette liberté d'action de pouvoir s'ajuster puis ajuster nos services. Ça, c'est grâce, entre autres, aux luttes et à la reconnaissance de l'action communautaire autonome qui a été faite dans les dernières années. Donc, si nous, les organismes communautaires, on s'ajuste rapidement et on s'adapte, on ne peut pas dire que c'est la même chose pour les lois et les politiques provinciales. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on est toujours dans une politique, dans une logique de répression dans la société. Puis ça nuit énormément à notre travail, ça nuit encore plus aux personnes concernées. Donc, si on avait un petit peu plus de confiance de l'État, on pourrait mieux desservir les personnes qui consomment. Donc, un petit historique aux Maisons de l'Ancre. Je rappelle, on a une expertise de plus de 40 ans. Donc, il y a quelques années, les personnes qui faisaient une demande d'hébergement chez nous devaient être sobres depuis 3 mois. Il y avait aussi une politique où on mettait toute la médication sous clé dans le bureau des intervenantes, puis les personnes devaient venir dans le bureau des intervenantes pour avoir leur médication. Évidemment, on prône l'autodétermination et l'empowerment et l'autonomie, donc maintenant, les personnes gèrent elles-mêmes leur médication.
Donc, en 2017, on a fait une grande démarche d'orientation, puis on a dû se questionner, puis on a réalisé qu'il y avait beaucoup de choses à changer dans nos règles, dans nos façons de faire. Puis, on avait des politiques qui étaient peut-être plus oppressives qu'anti-oppressives. On considère maintenant que la consommation est un mécanisme de survie chez les personnes résidentes, que c'est que c'est des personnes qui ont vécu des multiples traumas. On en a parlé beaucoup aujourd'hui des traumas. C'est des personnes aussi qui arrivent en grande détresse. Puis il y en a plusieurs qui disent que c'est grâce à la consommation si elles sont toujours en vie. Selon le Centre canadien des dépendances et l'usage de substances, il y a plus de 30% des personnes qui font un lien entre leur consommation et leur trauma antérieur. Donc, chez nous, plusieurs personnes ont vécu des traumas antérieurs, donc on peut imaginer que le pourcentage est très élevé. Donc, pendant notre mise en place des pratiques de la réduction des méfaits, on a, entre autres, offert plusieurs formations à l'équipe sur la réduction des méfaits. On a fait venir des groupes en réduction des méfaits, comme Dopamine, Rap Jeunesse. Je ne sais pas s'il y a des gens de Dopamine ou Rap Jeunesse dans la salle. On a aussi adapté nos outils d'intervention. Puis, on a aussi revu des vignettes cliniques avec des intervenants de... En fait, on a des suivis cliniques avec Médecins du Monde, donc on a été suivis... on a revu, en fait, des pratiques qu'on avait avec certaines situations de personnes chez nous. Puis, il a fallu un petit peu déconstruire les réflexes qu'on avait, puis revoir un petit peu nos interventions selon une angle différente. En 2021, j'ai eu la chance de faire un voyage à Vancouver pour j'ai visité 5-6 ressources en hébergement pour femmes et personnes en situation d'itinérance et des sites de consommation supervisée. J'ai eu l'immense chance de visiter le Dr. Peter Center, qu'on a eu la chance d'entendre ce matin, l'immense honneur d'entendre. Ils sont venus de loin pour nous parler. Et puis, il y a plein d'initiatives inspirantes à Vancouver, bien, j'imagine partout au Canada, là, mais je n'ai pas eu la chance de faire toutes les villes. Mais il y a vraiment des endroits où ils sont plus avancés que nous dans la crise de surdose, malheureusement, mais il y a plein d'initiatives qui sont mises en place. Puis, par exemple, des sites de consommation supervisée, autant par inhalation que par injection, mais non mixte, seulement pour les femmes, personnes trans et non-binaires, ce qui n'existe malheureusement pas au Québec. On a aussi intégré une communauté de pratique pan-canadienne avec Hébergement Femmes Canada. Puis, on est plusieurs maisons d'hébergement de tout le Canada qui partageons nos démarches en termes de réduction des méfaits, qui se partageons les bons coups ou les erreurs à ne pas reproduire. Donc, ça, c'est une démarche qui est toujours en cours. Je vais vous partager quelques situations qui sont inspirées de faits vécus, et puis vous allez peut-être comprendre pourquoi on a dû revoir certaines pratiques. Donc, Karina, qui consomme du crack, avant de revenir à la ressource, consommait toute sa substance pour respecter notre règle de ne pas avoir de substance sur elle dans la ressource. Donc, on peut comprendre que parfois, elle consommait peut-être une trop grande quantité d'un coup, puis que notre règle contribuait à la mettre en danger. Il y avait Sylvie qui boit 1 litre de vin à tous les jours dans la ruelle, puis elle le boit d'un coup aussi pour un peu les mêmes raisons, pour ramener de l'alcool dans sa chambre. Puis elle revenait, puis son comportement était dérangeant dans le milieu de vie. Donc, si elle avait eu la chance de boire plus tranquillement ou de manière plus espacée, est-ce que son comportement aurait été aussi dérangeant dans le milieu de vie? Peut-être pas. Il y a Jennifer, 27 ans, qui meurt d'une surdose, isolée dans un hôtel. Donc, l'équipe est dévastée, les personnes résidentes aussi. Puis là, on se pose la question, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose pour éviter ou prévenir ce genre de situation? Malheureusement, ce genre de situation est trop fréquente dans nos organismes à Montréal. Donc, les changements qu'on a mis en place dans toute cette démarche de réflexion-là et de mise en application. Au niveau du milieu de vie, on a installé une pièce de repos à côté du bureau des intervenantes. Donc, les personnes qui ont consommé, qui ne sont pas à l'aise de remonter seules dans leur chambre en intoxication, qui se sentent... ils peuvent dormir quelques heures, ils ne sont pas loin les intervenantes, peuvent aller voir de temps en temps si la personne va bien. On donne aussi du matériel de consommation par inhalation et par injection aux personnes qui fréquentent la ressource.
Puis, on prépare les petits kits de consommation avec les personnes qui consomment. Donc, ça permet d'avoir des beaux échanges informels, puis en même temps pour les intervenantes de partager des notions sur la réduction des méfaits. On offre aussi des bandelettes de dépistage de fentanyl. Puis, on affiche les alertes de surdose de la santé publique dans le milieu de vie. Comme ça, toutes les personnes qui consomment sont au courant de l'information. Puis, on considère aussi que c'est des agentes multiplicatrices de l'information. Donc, quand elles vont avec d'autres personnes, elles peuvent partager l'information aussi. On a aménagé récemment un espace conso dans notre cours sur le terrain, en fait, pour les substances légales. Donc, c'est maintenant permis de consommer sur le terrain des maisons de l'encre. Donc, au niveau de nos pratiques, on a aussi formé toute l'équipe à l'administration de l'analoxone et les personnes hébergées aussi. Donc, vous le savez, l'analoxone est disponible dans toutes les pharmacies du Québec gratuitement. Ça devrait, en tout cas. Vous pouvez aller voir près de chez vous. Il devrait y en avoir. On a aussi formé des pères aidantes qui ont un vécu expérientiel pour accompagner les personnes qui ne sont pas rendues à la même place dans leur réduction des méfaits. Fait que ça permet aux personnes d'avoir une certaine valorisation dans leur démarche. Puis, il y a des personnes aussi qui consomment qui aiment mieux être accompagnées d'une père aidante que d'une intervenante dans cette situation-là. Fait que c'est super. Et puis, on a aussi embauché des personnes dans l'équipe qui ont un vécu expérientiel. On a aussi mis en place un protocole pour accompagner les personnes suite à un décès par surdose parce que, voilà, on a parlé du deuil aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour les équipes de vivre des deuils à répétition. Donc, ça nous permet de mieux les accompagner aussi dans les étapes du deuil. Est-ce que ça a été un cheminement simple et linéaire? Bien sûr que non. Est-ce que ça a été de notre responsabilité d'ajuster nos pratiques? La réponse est oui. En fait, c'est sûr qu'on a eu des moments où on a fait face à de la réticence au changement. On a eu des moments où il y a des personnes dans l'équipe qui n'étaient pas à l'aise, même des personnes aussi résidentes qui n'étaient pas à l'aise dans les changements qu'on met en place, dans enlever des barrières, ça va être flou, comment on va gérer ça. On est vraiment allé par étapes. On est allé un changement à la fois. Donc, un changement, on se l'approprie, on vit un petit peu avec, on est à l'aise, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, on est allé comme ça graduellement. Donc, dans les ajustements qu'on a mis en place, depuis 5-6 ans à peu près qu'on est là-dessus, bien, il y a vraiment des répercussions positives qui se font sentir. Il y a un meilleur lien de confiance entre les intervenantes et les personnes qui consomment. Il y a une meilleure qualité de vie aussi dans nos hébergements pour les personnes qui consomment. Il y a moins de stigmatisation, autant de la part de l'équipe que de la part des personnes résidentes. Il y a une meilleure compréhension aussi des enjeux de la consommation. Donc, on fait une distinction maintenant entre une consommation occasionnelle et une consommation qui a vraiment des méfaits importants sur le quotidien de la personne. Puis, il y a une meilleure connaissance des substances. Donc, maintenant, je pense que l'équipe comprend que c'est pas parce qu'une substance est légale, comme l'alcool, qu'elle est moins dangereuse, comme vous le savez, évidemment. On a tenté d'intégrer la réduction des méfaits de manière transversale dans l'organisme. Donc, ça nous a amené une lunette d'inclusion qui est vraiment au cœur de toutes nos réflexions. Ça m'amène à vous partager aussi notre changement de paradigme par rapport aux personnes trans et non-binaires. On constate présentement qu'il y a de plus en plus de personnes trans et non-binaires qui font des demandes d'hébergement chez nous. Et on constate aussi, de manière plus macro, que les personnes trans et non-binaires sont surreprésentées dans les personnes en situation d'itinérance. Donc, il y a plusieurs années, évidemment, on a une grande expertise de 40 ans. Donc, au départ, on accueillait seulement les femmes cisgenres pendant plusieurs années. Puis dernièrement, on a ouvert nos portes à toutes les personnes qui s'identifiaient comme femmes, à peu près comme la plupart des maisons d'hébergement non mixtes. Puis, en 2017, il y a une personne assignée femme à la naissance qui a entamé une transition de genre dans nos locaux, dans notre hébergement. Puis, on l'a accompagnée là-dedans. Puis, quand c'était le temps pour elle de se trouver un autre hébergement, on s'est rendu compte que les services étaient offerts presque seulement pour
les personnes qui s'identifiaient comme femmes. Donc, on s'est posé la question, mais où vont les hommes trans et les personnes non-binaires qui ne sont pas à l'aise d'aller dans des milieux mixtes? Et il n'y avait pas vraiment de réponse. Donc, pour réfléchir à ça, on a créé un comité avec des membres du CA, avec des membres de l'équipe, avec des membres des personnes résidentes, puis des personnes concernées. Puis, dans notre optique de vouloir être plus inclusive, de manière générale, la réponse a été assez unanime. Là. On s'est dit, on va ouvrir les portes à ces personnes-là parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Donc, c'est aussi simple que ça. Fait que maintenant, c'est ça. On accepte les personnes trans, hommes, femmes et les personnes non-binaires. On a changé nos mécanismes d'admission, puis ça fait vraiment une différence. On a aussi embauché des personnes de la diversité de genre dans l'équipe. On a révisé officiellement notre mission. On a aussi mis sur notre site Internet le fait qu'on est trans-inclusive. Puis, on est devenu membre aussi du comité LGBTQ+. Et on continue d'adopter une écriture épicène dans tous nos documents. C'est un work in progress. c'est quand même complexe, mais on est en train de faire une traduction puis d'intégrer l'écriture épicène partout. Je pense que ces deux exemples-là démontrent bien la pertinence que la réduction des méfaits a eue dans notre maison d'hébergement. C'est pas aux personnes les plus marginalisées de la société à s'adapter à nos ressources d'hébergement. En fait, ça ne devrait pas. Selon nous, c'est à nous de s'adapter et de s'ajuster aux réalités changeantes. Les visages de l'itinérance changent, donc nos ressources devraient s'adapter aussi constamment. C'est une démarche qui est en continu. On ne peut pas dire qu'on est arrivé à la ligne d'arrivée, parce qu'il n'y en a pas, mais on peut dire qu'on a fait quand même plusieurs pas dans le bon sens. On vous encourage fortement, que vous soyez du milieu institutionnel, scolaire ou communautaire, à revoir vos pratiques, puis d'intégrer la réduction des méfaits dans vos pratiques. C'est ça. La réduction des méfaits, c'est une approche qui a et qui continue de faire ses preuves. C'est aussi une approche qui mérite d'être plus documentée, plus valorisée, puis surtout mise en pratique. Merci!